Bonjour Julien. Quel est l'apport de l'étude de la microcirculation pour un cardiologue? Bonjour et un grand merci déjà pour l'invitation. On vient de sortir du coup de cette session sur la microcirculation au CNCH et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté par rapport à ça et on se rend compte que l'exploration des patients qui ont une douleur à la poitrine et des patientes qui ont une douleur à la poitrine plus particulièrement, quand on ne trouve pas de lésion coronaire, il y a de façon sous-jacente, la plupart du temps, eu un problème soit de la microcirculation, soit du spasme. Et le fait d'aller investiguer dans ces procédures nous apporte quelque chose d'important, c'est qu'on arrive à savoir quel est vraiment le problème du patient ou de la patiente et de lui proposer un traitement adapté, ce qui marche bien mieux que de faire un traitement un peu au hasard ou à l'aveugle. Et donc c'est ça que ça apporte, grosso modo, c'est vraiment une prise en charge détaillée, personnalisée, thérapeutique, et un patient qui est mieux dans sa qualité de vie avec moins d'angine de poitrine à la fin. Comment on le fait dans la pratique usuelle? Comment on étudie la microcirculation? Comment toi tu le fais? Comment ça s'étudie? En fait, on fait une coronarographie comme on fait d'habitude, sauf qu'elle va être un peu plus prolongée. Ce qu'on va faire en plus de regarder simplement l'arbre coronaire des deux coronaires, c'est qu'on va y associer un test de vasoréactivité coronaire, soit méthergin, soit acétylcholine, ça dépend des centres comment ils sont équipés, et après de faire une analyse de la microcirculation avec une évaluation de la CFR et de l'IMR qui sont des index de flux pour évaluer les microvaisseaux. À partir de là, on a fait ces 3 examens. Le premier va répondre qu'il n'y a pas d'anomalie et d'obstruction coronaire importante, qui est la coronarographie. Le deuxième va répondre s'il y a un vasospasme ou pas. Et le troisième va répondre sur il y a un problème microcirculatoire. Et à la fin, donc on aura chez les patients qui n'ont pas d'obstruction coronaire 4 endotypes. Soit on est spastique, soit on a une anomalie microcirculatoire, soit on a les deux, soit on n'a aucun des deux. C'est assez simple. Et à chaque fois, les traitements et les investigations ne sont pas les mêmes. Et c'est là où on arrive à personnaliser le traitement et améliorer le suivi clinique du patient et sa qualité de vie. Parfait. Quelles sont les perspectives dans le sens où les perspectives de traitement pour ce type de patient et aussi les perspectives dans le futur de l'étude de la microcirculation? Alors, il y en a plein, du coup, suite à ça, parce que maintenant qu'on arrive beaucoup mieux à classifier les patients, avant on appelait ça un syndrome X, maintenant on arrive à classifier en endotypes assez précis, on arrive beaucoup mieux à maîtriser les apports thérapeutiques. Donc autant il y a des prises en charge médicamenteuses qui sont de plus en plus dédiées et qui marchent de plus en plus, comme des prises en charge qui sont mécaniques. Alors il y a le réducteur du sinus pour la microcirculation qui commence vraiment à avoir un gros effet et qui a beaucoup d'études qui apportent beaucoup de bénéfices par rapport à ça, mais on va continuer à observer ce que ça donne. Il y a des devices aussi que j'ai vus plutôt aux États-Unis de compression des jambes pour aider la microcirculation un peu en mode réadaptation. Donc il y a plein de choses qui arrivent qui vont permettre d'améliorer de plus en plus. Le souci qui était à la base, c'était qu'on avait du mal à décrire l'endotype. On n'arrivait pas à bien isoler quel était le problème du patient qui avait des douleurs à la poitrine. Pourtant, on ne voyait pas trop l'obstruction coronaire. Là, maintenant qu'on arrive à beaucoup mieux identifier les choses et les soucis, on arrive beaucoup mieux aussi à évaluer les thérapeutiques qui sont derrière. Donc oui, plein d'innovations sont en train d'arriver chez les patients qui ont mal à la poitrine. Je te remercie. Merci. Et pour simplifier les choses, tu as mentionné qu'essentiellement il y a 2 types de dysfonction. Donc la dysfonction de la microcirculation. Est-ce que tu peux nous dire juste 2 mots sur le traitement actuel? Et puis la dysfonction spastique, est-ce que là aussi, comment on fait aujourd'hui en 2025? Alors pour le spasme, c'est plutôt des inhibiteurs calciques, des vasodilatateurs. On évite les bêta-bloquants et on favorise aussi tout ce qui est administration de dérivés nitrés, soit par patch, soit par spray si vraiment il y a des crises sévères. De l'autre côté, quand on est côté microcirculatoire, c'est plutôt les bêta-bloquants, les IEC, les contrôles des facteurs de risque cardiovasculaire, ça c'est toujours, mais ce ne sont pas
forcément les mêmes facteurs de risque cardiovasculaire qui rentrent en cause. Donc on va beaucoup insister sur l'arrêt du tabac chez le spastique. Pour le côté microcirculatoire, on va beaucoup insister sur plus ce qui est le syndrome métabolique et générer tout ça. Donc il y a vraiment une prise en charge qui est très globale sur les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hygiène de vie, les traitements médicamenteux. Et effectivement, c'est là où on se rend compte que, par exemple, les bêta-bloquants qui marchent bien pour la microcirculation vont moins bien marcher chez les spastiques, où ce seraient plutôt des inhibiteurs calciques bradycardisants. Et c'est là où on voit que chaque phénotype et chaque endotype a sa ligne thérapeutique dédiée. Traitement personnalisé. Exactement. Merci beaucoup, Julien. Merci.